Ok, c'est bon, je vais le faire. Je vais le faire. Hey, salut les amis, comment vous allez? Alors aujourd'hui, avant qu'on commence, j'ai un super plan pour vous. Dites-moi, est-ce que vous connaissez l'IA? Bien évidemment, c'est génial l'IA, hein? Eh bien, si je vous disais que maintenant, avec son aide, vous pouvez faire une thérapie, et une thérapie bien plus efficace que celle avec les humains. Et oui, aujourd'hui, c'est possible avec Media. Med-I-A. T'as compris? En gros, dans cette thérapie, vous commencez par affronter vos traumas. What's going on here? Surprised to see me. Il s'agit d'une pub pour une boisson énergisante. Vous avez des séances avec un thérapeute et après, l'IA va concevoir une vidéo qui vous mettra face à ce qui vous tourmente le plus. Et oui, pour supprimer un trauma, il faut s'y confronter la team. On a ensuite l'étape comprenez qui vous permettra, grâce à cette vidéo, de prendre du recul sur vos blocages. Et enfin, il ne reste plus qu'à avancer. Tu as désormais toutes les armes pour devenir le meilleur de toi-même. Cette thérapie a été approuvée par des personnalités telles que Cadmeral. C'est vrai, je suis vivant! C'est un miracle! Alléluia! Mais aussi Odile de Ray. Qui avait l'alarme fatale. Petite précision, mais en plus de la thérapie, Media vous propose une thalassothérapie pour vous détendre après avoir fait face à vos traumatismes. Perso, ça m'a vraiment aidé et je suis désormais sain d'esprit. Si tu veux t'inscrire à la prochaine session de thérapie, rendez-vous sur le site www.media-research.org. Vous n'êtes pas seul face à vos peurs. Affrontez, comprenez et avancez. Bon, les amis, aujourd'hui, on traite un très gros morceau. Pour être parfaitement honnête avec vous, cette vidéo n'était pas prévue au programme. Je travaillais sur une toute autre vidéo jusqu'au 5 mars où la série Lost Media de Timothée Hochet et Lucas Pastor est annoncée. Pour le 14 mars. Et si vous suivez la chaîne, vous vous souvenez peut-être que dans la vidéo Fun Footage, je vous parlais déjà de Timothée Hochet et à quel point j'avais adoré Calls, que c'était une série importante pour moi. Et par le même temps, eh bien, j'annonçais que Lost Media était l'une de mes plus grosses attentes. Ma première réaction a été de me dire « Waouh, c'est méga rapide. Moi qui voulais faire une vidéo sur Calls pour l'occasion, j'aurais juste jamais le temps. » J'ai donc attendu patiemment jusqu'au 14 mars pour me jeter sur Lost Media et j'étais pas du tout prêt pour tout ce qui allait se passer. Bon, prenons le temps et n'allons pas trop vite. Pour que vous ressentiez vraiment ce que j'ai vécu et ce qu'on a vécu, oui, j'ai bien dit on va y aller plus ou moins dans l'ordre chronologique. C'est pas toujours la meilleure façon de faire, mais là, en y ayant grandement réfléchi, je pense que c'est le mieux pour vous faire découvrir toute cette aventure. Commençons donc le 14 mars, la série Lost Media est sortie et bien évidemment, je suis directement devant ma télé. Mais j'imagine que certaines et certains d'entre vous ne voient pas du tout de quoi il s'agit, alors Lost Media est donc une série de Timothée Hochet et Lucas Pastor sortie sur Canal+. C'est ce qu'on appelle une série anthologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que les épisodes sont indépendants les uns des autres. En fait, à chaque nouvel épisode, on a une histoire qui commence et une histoire qui se termine totalement. On peut penser à des séries comme Twilight Zone ou La 4e dimension, il y a aussi Les Contes de la Crypte ou même Au-delà du réel, dont on a déjà parlé dans un précédent petit culte. Après, ce concept se limite pas forcément à l'épisode, il y a des fois c'est carrément les saisons qui sont indépendantes les unes des autres, avec la plus connue d'entre elles, American Horror Story, et ça s'est même décliné avec American Crime Story. Tu as totalement raison Max, en effet. Ah mais t'inquiète, je vous laisse dans vos délires, je suis juste de passage. C'est juste que je vous ai entendu te parler de séries anthologiques et j'ai pas pu résister à intervenir. Puis c'est surtout le seul endroit de ton script où j'ai pu intervenir. Allez, je vous laisse les amis, ciao. No Susai Max, merci pour ton intervention. La série est composée de 8 épisodes qui durent entre 10 minutes et 13 minutes. Et à chaque nouvel épisode, on a donc une nouvelle histoire bien étrange. Quand on regarde la série, il y a deux concepts forts qui s'en dégagent et qui font son identité. Le premier est que chaque épisode traite d'un trouble mental différent.
Dépression, tendance suicidaire, bipolarité, troubles anxieux et j'en passe. Et le second concept est que chaque épisode utilise un procédé filmique différent également. Caméra de surveillance, jeux télévisés, vidéos YouTube, live Twitch, etc., etc. Ces deux concepts servent de lien entre chaque épisode et créent une sorte de fil rouge. Cependant, il y a aussi un véritable fil rouge narratif. Il apparaît au tout début des épisodes et c'est une discussion entre une jeune femme qui s'appelle Léa et son père Bernard. C'est d'ailleurs assez ressemblant à Calls dans le style graphique et l'atmosphère. Du coup, j'étais ravi dès les premières minutes du premier épisode. Alors je sais que tout ce que je raconte peut paraître flou et peu détaillé, mais ne vous inquiétez pas, on aura tout le temps de revenir sur tout ça. Pour le moment, je vous présente la série dans sa globalité. Bon, vous vous doutez bien que si j'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai adoré cette série. Bah oui, évidemment, je vous ai scandé tout mon amour pour le found footage dans une vidéo de 45 minutes, et je vous ai dit aussi à quel point on avait besoin que ce style revienne. J'étais obligé d'apprécier la démarche. Mais alors quand on a Timothée Hochet qui m'avait déjà rendu fou avec Calls et aussi Lucas Pastor avec qui il s'est allié pour faire le super film Stéphane, bah oui, clairement j'étais déjà bien convaincu. Et la série ne m'a absolument pas déçu. Puis franchement, les pitchs des épisodes, ils sont complètement zinzin. Tenez au pif comme ça, une émission de télé qui devient une sorte de thriller paranoïaque, un dessin animé sur VHS qui se modifie tout seul quand on le regarde, un information sur comment réussir son entretien d'embauche qui tourne à comment se débarrasser d'un cadavre, ou encore un mec qui vit sur un astéroïde raconté par Feldup en mode Findings. Oui, clairement les gars, prenez mon argent. Bref, j'ai adoré la série, mais ce n'est pas vraiment ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, mais plutôt ce qui s'est passé après. Et maintenant, la vidéo va prendre une autre tournure. Déjà, dans la suite des événements, je vais absolument tout spoiler, c'est nécessaire pour la suite de l'aventure. Jusqu'ici, j'ai évité les spoils parce que je voulais vous donner envie de voir la série. Elle est dispo sur Canal+, ça se regarde en 1h30, donc je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue et de revenir sur la vidéo après. Vous inquiétez pas, moi je bouge pas, je reste là. Du coup maintenant, pour celles et ceux qui ont déjà vu la série ou qui veulent juste savoir ce qui s'y cache, et bien sûr à mes camarades enquêteurs et enquêtrices que j'embrasse, on va pouvoir continuer. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est encore un peu flou tout ça, mais vous ferez la rencontre de mes chers camarades très rapidement. Allez, c'est parti, on plonge dans le terrier de lapin. C'est bon, cette fois c'est la bonne. Non, il était juste là, putain. Pourquoi j'ai pas filmé? Je suis comme putain, fais chier. Avant d'entamer réellement l'enquête et maintenant que j'ai prévenu pour les spoils, résumons les 8 épisodes qui composent la série. Alors c'est parti, épisode 1, Love Story. Dans cet épisode, on s'intéresse à une femme qui s'appelle Anna. On suit cette histoire à travers les caméras de surveillance disposées dans sa maison. On peut d'ailleurs se demander pourquoi il y a autant de caméras chez quelqu'un. On découvre une femme passionnée de piano qui prépare un concours. Elle reçoit la visite de ses parents et on sent bien que Anna subit une certaine pression car elle n'a pas les projets d'avenir qu'ils attendent pour elle, c'est-à-dire se marier et avoir des enfants. Plus tard, on constate qu'elle rencontre un homme et qu'une relation se construit jusqu'à l'emménagement de cet homme dans sa maison. Anna tombe enceinte, l'homme range son piano dans le débarras et on sent bien qu'Anna, ça y est entrée dans le schéma classique. Un soir de Noël, les parents d'Anna sont là et donc toute la petite famille est réunie. Mais en pleine nuit, le piano d'Anna se déplace tout seul et défonce tout le monde dans la maison. Oui, même le nourrisson. Anna l'observe sans l'arrêter. Le piano se remet à son ancienne place et Anna joue avec lui. On sent bien ici une femme qui a subi trop de pression pour entrer dans la vie qu'on attend d'elle et qui s'est complètement effacée. Mais vous connaissez le dicton, le naturel revient toujours au galop. Passons à l'épisode 2, mais que fait Papy Chouette? Ici, on est sur le plateau du jeu télévisé, mais que fait Papy Chouette? Le principe est simple, une candidate ou un candidat est sélectionné, il ou elle doit observer à travers le trou d'une serrure ce que fait Papy Chouette étant un vieil homme avec un masque de chouette. Le candidat a le choix, soit il dit la vérité, soit il raconte un mensonge sur ce qu'il a vu, et c'est ensuite aux autres candidats de dire s'il a dit vrai
ou faux. Dans cet épisode, on suit Emily. Pendant la deuxième manche, elle est très perturbée et elle annonce qu'elle a vu Papy Chouette faire un rituel satanique. Évidemment, les candidats ne la croient pas du tout, le présentateur révèle que c'était faux, mais Emily, elle reste persuadée que c'est ce qu'elle a vu. Le jeu continue avec une petite question sur Emily. On a 2 propositions et pareil, la candidate adverse doit deviner laquelle est vraie et laquelle est fausse. Alors, est-ce qu'Emily est Capricorne ou bien a-t-elle passé 3 mois en hôpital psychiatrique? Ouais, autant vous dire que Emily n'est pas du tout Capricorne et que cette question ne l'aide pas du tout à se sentir mieux. Le cauchemar continue, cette fois-ci Emily voit Papy Chouette en train de mater la télé sur un canapé. Jusqu'ici, pas de problème, vous me direz. Cependant, le canapé sur lequel est Papy Chouette, c'est le canapé d'enfance d'Emily. Ouais, non, clairement, les choses s'arrangent pas. L'émission se termine sur une ultime question. Est-ce que Emily maintient le fait d'avoir vu Papy Chouette pratiquer un rituel satanique ou bien est-ce qu'elle se rétracte? Elle hésite un peu, mais elle maintient. Et elle avait raison. L'émission s'est bien joué d'elle, hein. Quelle bande de vilains quand même. Elle gagne 50 000 € et tout va pour le mieux. Par contre, pourquoi Papy Chouette est en train de tenir le doudou d'Emily de quand elle était enfant? Clairement, dans cet épisode, on est sur du gaslighting. C'est le principe de manipuler une personne au point qu'elle n'a même plus confiance en ses propres perceptions. Et on sent bien aussi qu'il y a un trauma d'enfance probablement dû à une histoire d'agression. Place à l'épisode 3, Good Morning People. Encore une fois, nous sommes sur un plateau de télévision. C'est une émission matinale avec un présentateur et une présentatrice. Et nous voyons un épisode best-of qui est le bêtisier de l'année. Alors on découvre plein de petites séquences amusantes, mais il n'y en a qu'une qui nous intéresse vraiment. On doit être proche de Noël et l'équipe de l'émission décide de faire un concours du pull le plus moche. Philippe, le présentateur météo, est déclaré vainqueur, mais le problème, c'est qu'il n'était pas du tout au courant de ce concours. Il a mis ce pull car c'est sa fille qu'il ne voit plus qui l'a fait. Évidemment, ça met une sale ambiance sur le plateau et Philippe est super mal à l'aise. D'un coup, il se rend compte qu'il a perdu son alliance, mais le problème, c'est qu'elle a été aspirée par la carte météo. C'est alors qu'un triangle noir se forme dans la carte et essaye d'aspirer tout ce qu'il y a autour. Philippe est étrangement attiré et se laisse emporter à l'intérieur. Il parvient encore à communiquer avec le plateau. Il dit qu'il voit son chien qui est censé être décédé et qu'il est chez lui avec son ex-femme et sa fille. Il pense pouvoir être heureux et reste dans le triangle noir. Alors cet épisode nous parle de dépression, ça c'est sûr, mais aussi peut-être de pensée noire par rapport à la fin de vie, si vous voyez ce que je veux dire. Philippe pense que sans sa famille, il n'est rien et donc il ne peut plus vivre. Épisode 4, comment réussir son entretien d'embauche. Pour celui-ci, on est clairement sur un format Informationals. Si vous ne connaissez pas, ce sont des publicités assez particulières, surtout faites aux États-Unis, mais si vous avez vu l'épisode, c'est exactement ça. On suit James qui doit passer un entretien d'embauche. Il est interpellé par une voix off qui va l'aider et James, lui, est muet. Malgré les conseils, James se plante. La voix off lui conseille donc d'aller faire un petit tour en forêt, histoire de se détendre. Problème, sur la route, il est arrêté par un policier et la voix off lui annonce qu'il a un cadavre dans son coffre. Une fois débarrassé du policier, la voix off le convainc d'aller enterrer ce corps en forêt pour obtenir une valise pleine d'argent. Pendant qu'il creuse, une autre voix intervient et lui dit de ne surtout pas faire ça, qu'il n'est pas un criminel. James cherche donc à s'enfuir, mais il est rattrapé par la première voix qui s'embrouille avec l'autre. On est clairement sur l'histoire du petit diablotin et du petit ange sur les 2 épaules. James retourne à la voiture, mais dans le coffre, l'homme n'est pas mort. Il doit l'achever. Il prend donc une pelle, mais quand il ouvre le coffre, tout ceci n'était en fait qu'un coup monté qui faisait partie de l'entretien. Et James est embauché grâce à son dévouement. Pour cet épisode, on est clairement sur des troubles de la personnalité quand on écoute des petites voix dans nos têtes, mais aussi sur l'anxiété par rapport aux entretiens et aux rapports humains en général. Et j'ai trouvé ça très sympa d'avoir les comédiens de doublage Emmanuel Curtil et Philippe Pétieux pour faire les 2 voix off. Passons à l'épisode 5, le cas Andrew Youngman. Nous y sommes, c'est l'épisode sous forme de findings de Feldup.
Il nous raconte l'histoire d'un certain Andrew Youngman. Alors qu'il intervenait en visio sur une chaîne d'infos pour parler d'un astéroïde qui allait atterrir sur la Terre, il gueule sur sa fille qui était venue lui offrir un petit dessin devant des millions de téléspectateurs. Tout le monde est abasourdi, mais l'émission continue. Phénomène étrange, mais avec l'aide d'une sonde, on découvre que ce fameux astéroïde est habité par un homme qui est une copie conforme d'Andrew. Bon, là on piche plus rien, mais le plus important, c'est qu'il a la solution pour détourner l'astéroïde. Ce qu'il fait, le Andrew terrien fait des excuses publiques à sa fille et tout le monde est content. Quelque temps plus tard, Andrew terrien a une émission de télé-réalité où on le voit élever sa fille. Andrew astéroïde, lui, fait des live Twitch. Jusqu'au jour où on apprend la disparition de la fille d'Andrew terrien après une grosse dispute où il lui reprochait d'aimer Andrew astéroïde plus que lui. Après la disparition, sur le live Twitch d'Andrew astéroïde, on peut voir une silhouette au loin. Il s'agit bien de la fille d'Andrew terrien. Pour Andrew, on est clairement sur un besoin de reconnaissance sociale. Il se met en avant mais cache sa véritable personnalité, sans parler du comportement lunatique qu'il a envers sa fille. Épisode 6, Mimicha. On est sur un format beaucoup plus classique ici, simplement une femme qui s'appelle Sacha et qui filme avec son caméscope. Elle retrouve une VHS avec un épisode de la série Mimicha qu'elle regardait quand elle était petite et qu'elle décide de montrer à sa propre fille. Le problème est que sur la cassette, il y a quelque chose dont elle n'avait aucun souvenir, une silhouette noire. Durant tout l'épisode, elle va chercher à filmer cette silhouette noire qui ne revient pas. Dans les affaires de sa mère, elle découvre un dessin de cette fameuse silhouette, ce qui lui prouve qu'elle n'est pas folle. Elle développe une obsession au point de recréer toutes les conditions dans lesquelles elle était quand elle a vu la silhouette, au point d'en tenir un carnet. À la fin, la cassette est en effet complètement corrompue et la silhouette noire remplace la mère de Mimicha. En pleine crise, Sacha voit une version d'elle plus jeune appelant sa mère et quand elle se retourne, elle découvre une version cauchemardesque de sa propre mère. Cet épisode est clairement le plus terrifiant de la série. On peut constater un trauma lié à son enfance et aussi sûrement à sa mère, peut-être la peur de ne pas vouloir reproduire les mêmes erreurs avec sa propre fille. L'épisode se passant toujours de nuit, on peut aussi l'associer à l'insomnie et aux paralysies du sommeil. Partons vers l'épisode 7, perdre du ventre en 12 minutes. On y suit Julia qui lance un live Twitch où elle donne un cours de fitness. Sans aucune raison, en parlant à son chat, elle va finir ses phrases par des insultes envers ses viewers. Elles ne sont clairement pas volontaires car on voit bien que Julia est perturbée par ce qu'elle dit. Jusqu'au moment où toute une équipe entre dans son studio sans prévenir et une présentatrice lui annonce qu'elle est victime d'une caméra cachée. Plus tôt dans la semaine, l'hypnotiseur Michel Derek l'a hypnotisée pour qu'elle dise ses insultes à ses viewers ce soir-là. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. En fait, ce Michel Derek a influencé tous les choix de sa vie. Julia ne comprend rien car pour elle, ce Michel est en fait son oncle. C'est lui qui l'a tournée vers le sport alors qu'elle avait une passion pour le dessin. Bref, Julia comprend que toute sa vie n'était en fait qu'un canular et que même toute sa famille était au courant. Clairement l'un des épisodes qui fonctionne le mieux en termes d'humour qui fout le malaise. Il y a des séquences hilarantes mais le propos me terrifie complètement. Et le visage de l'actrice qui se décompose, franchement c'est super. Ici, on nous parle d'entourage toxique et d'emprise psychologique. Nous sommes enfin au dernier épisode, tuto tour de magie. Ici, on est sur un format tuto sur YouTube où un ado qui s'appelle Simon nous apprend des tours de cartes. Pour l'illustrer, il se sert de sa mère comme cobaye qui n'a pas l'air en grande forme et d'ailleurs le foyer familial n'a pas l'air très sain. Il y a des bouteilles partout, enfin bon, on sent que c'est un peu poisseux. Et on en a très vite la confirmation quand le père de Simon rentre chez lui et qu'il s'engueule très violemment avec la mère. Événement qui tétanise Simon, tremblant comme une feuille. Ensuite, Simon découvre une carte noire dans son paquet et quand elle tombe au sol, elle crée un trou. À travers ce trou, Simon peut se voir lui, adulte, dans la même chambre, faisant encore des tours de magie. L'homme est clairement mal en point, il fait un peu peur d'ailleurs, mais il n'a pas l'air méchant. Il a gardé son esprit d'enfant et on sent bien que sa chambre est son seul univers.
Voyant ce qu'il pourrait devenir, Simon fait un câlin à sa mère et sort de chez lui comme pour se libérer de ses chaînes. Cet épisode est le seul avec une fin positive. Simon fait un constat et prend une décision pour changer. Il se libère de la violence familiale qu'il subit et de l'anxiété que son environnement a créée. Je comprends plus rien. Papa. Arrête de m'appeler comme ça. Hey! Tout va bien? Et voilà, on a revu tous les épisodes. C'était un petit peu long, mais au moins quand je parlerai d'un personnage ou d'un événement, tout le monde sera au même point. Reprenons maintenant là où on s'était arrêté. À chaque début d'épisode, on a ce qui ressemble à un générique. Ce générique comprend un message qui dit « Attention, le contenu auquel vous allez être exposé est une fiction. Rien de cela ne peut vous nuire, vous êtes en sécurité. » Déjà, c'est très particulier de faire un avertissement alarmant comme celui-ci quand ton message c'est « T'inquiète ma gueule, tout va bien ». T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Mais en plus de ce message, il y a un site internet www.media-research.org. Il y a une chose que je n'ai pas précisée lors de ma découverte de la série, c'est que quand j'ai lancé ce premier épisode et que j'ai vu le site internet, eh bien j'ai tenté d'y aller direct. Vu les personnes qui étaient derrière ce projet, je savais que mettre ce site internet en avant, c'était pas dû au hasard. Mais j'avoue que je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je vous propose donc qu'on commence par explorer ce site. On arrive sur une page d'accueil très simpliste. On a quelques pages sur lesquelles on va revenir, sinon il y a le logo de Média, le slogan « Affrontez, comprenez, avancez » et une simple phrase « Vous n'êtes pas seul face à vos peurs ». Juste en dessous, on a deux boutons « En savoir plus » et « Commencer mon parcours ». Commençons par En savoir plus. Comme n'importe quelle page portant ce nom, elle nous explique ce qu'est Média et qui se cache derrière. Sur cette page, deux noms ressortent. Le président-directeur général Bernard Duvivier et le directeur de la recherche en intelligence artificielle thérapeutique, le docteur Lévy. Prêtons attention à Bernard Duvivier dans un premier temps. Normalement, le prénom Bernard ne vous est pas inconnu car au début de chaque épisode, nous avons un dialogue entre Léa et son soi-disant père qui s'appelle Bernard. On comprendra à la fin de la saison que Bernard est en fait l'employeur de Léa et que elle, c'est carrément une IA ou en tout cas un robot qui se sert de l'IA. Bref, sur le site, quand on clique sur le nom de Bernard Duvivier, eh bien on atterrit sur une page qui nous explique son parcours et la création de Média. On y apprend que c'est un entrepreneur qui s'est mis sur différents projets divers et variés et qu'ensuite il s'est concentré sur la santé mentale. Il est persuadé que mélanger technologie et santé mentale peut faire mouche et il crée Média. On apprend un détail important, c'est qu'il fait aussi ça pour venir en aide à un proche dans sa famille et que c'est limite même l'élément le plus important de sa démarche. Du coup, Léa est-elle quand même vraiment sa fille? Si c'est un robot / IA, peut-être qu'il lui a donné la voix de sa fille et que c'est pour ça que ça l'agace autant quand elle l'appelle papa parce que c'est pas sa fille qui l'appelle comme ça, c'est finalement qu'un robot ou une IA. Il nous reste donc le docteur Lévy. On va surtout parler de lui un petit peu plus tard, mais là ce qu'on apprend grâce à cet article, c'est qu'il a quitté Média en 2025. La question va être donc de savoir pourquoi il a quitté cette entreprise florissante. C'est quand même assez suspect. Vous voyez, on n'a lu que 2 articles et on a déjà plein de questions et de théories. Je peux vous dire que quand j'ai commencé mes recherches à la fin de la série, j'étais comme un fou. Mis à part les 2 créateurs, on nous dit que Média est destiné aux personnes ayant des troubles mentaux que les thérapies traditionnelles ne peuvent pas régler. On a donc un mélange entre l'expertise humaine et la précision de l'IA. Média se vante d'avoir réussi là où les pseudothérapies, comme ils les appellent, ont échoué. Ceci nous amène à une page nommée « Comment ça marche ». Tout est dans le nom, c'est l'explication de la démarche. Alors, cette thérapie se divise en 3 parties. Affronter, comprenez, avancer. Dans la première partie, donc affronter, on va faire plusieurs entretiens avec un thérapeute afin de vraiment comprendre la source du problème. Après cette analyse, l'IA de Média va concevoir un court-métrage photoréaliste avec le patient en personnage principal. Cette vidéo a pour but de confronter le patient à ses problèmes. Vous l'avez bien compris, ces vidéos sont tout simplement les épisodes que l'on voit dans la série. Donc là, on apprend quand même une information primordiale, c'est que toutes les images que l'on voit dans la série sont générées par une IA. Il n'y a rien de réel là-dedans.
mis à part les traumatismes des patients qu'elle cherche à retranscrire. Et la phrase au début de chaque épisode que je vous ai cité tout à l'heure qui dit que tout est une fiction, qu'il n'y a pas de danger, devient beaucoup plus logique. Et c'est d'ailleurs sûrement un écran que les patients voyaient eux-mêmes afin de les rassurer avant de se prendre leur propre trauma en pleine face. On a ensuite l'étape « Comprenez ». Elle part du principe qu'on a une prise de recul sur notre situation après avoir vu le film. Elle permet au patient d'identifier lui-même son blocage et donc la compréhension vient de lui-même. Un chouï sectaire quand même cette histoire. On finit par avancer, qui dit qu'après tout ça, le patient a une sorte d'électrochoc qui lui permet de réellement avancer, de créer un mouvement. Faudrait déjà qu'il n'ait pas été traumatisé par les 2 premières étapes, mais oui, pourquoi pas. Ce qui nous amène à une page très importante, le formulaire d'inscription. Et oui, sur le site, tu as la possibilité d'envoyer ta candidature pour être éligible à la thérapie média. Je suis sûr que tu en as très envie, non ? Pour cela, il suffit de donner ton nom, ton prénom et ton adresse mail. Ah, et aussi répondre à un petit questionnaire très simple. Si tu ne réponds pas correctement selon Média, tu n'es pas éligible à leur thérapie. Clairement, les bonnes réponses sont celles qui montrent à quel point tu es désespéré, tout simplement. On a des questions du genre « Il m'arrive de douter de la réalité » ou « El famoso, je pense souvent à la mort ». Ah oui, ce sont des affirmations auxquelles tu dois répondre par oui ou par non, ce sont pas vraiment des questions. Bref, si tu réponds correctement, on t'annonce que tu es éligible à la thérapie et on te redirige vers une vidéo YouTube d'un certain Magic Simon. Oui, il s'agit bien du personnage qu'on a découvert dans le dernier épisode de la série. Mais on va d'abord en finir avec le site avant de passer sur la vidéo. On termine donc avec la dernière page du site qui recueille toutes les actualités. La première actualité date du 13 novembre 2025 et annonce l'arrivée de la nouvelle directrice de la recherche remplaçant donc le docteur Lévy, Marion Duval. Le deuxième article parle d'un espace de thalassothérapie qui ouvrira à l'automne 2026. Pas grand chose de bien intéressant à première vue. Et on a un dernier article publié le 15 février 2026 qui annonce l'ouverture des inscriptions pour la nouvelle cohorte de patients venus d'Europe. On peut en conclure facilement que c'est ce qu'on voit dans le dernier épisode avec Bernard qui demande à Léa de transférer toutes les données. On voit que ces clients viennent de plusieurs pays différents, ce qui veut peut-être dire que les vidéos dont nous sommes témoins sont en fait les patients zéro ou en tout cas les tout premiers patients. Il y a une dernière chose dont on doit parler concernant ces articles, c'est qu'il y a un espace commentaire où n'importe qui peut en mettre un. Donc c'est assez amusant, il y en a qui essayent de faire des fausses pistes, d'autres qui trollent, mais vous vous en doutez, dans le lot, il y a quand même des commentaires importants. Petit truc marrant, tu pouvais renvoyer vers un lien dans ton nom. Autant vous dire que dans les miens, je renvoyais vers la chaîne YouTube, notamment sur la vidéo Phone Footage où je parlais déjà de Timothée Hochet, on ne perd pas le nord ici. Bref, dans ces commentaires, il y a une personne qui m'a un peu interrogé, c'est Tristang22. Il disait grosso modo qu'il ne fallait absolument pas suivre cette thérapie car sa sœur Anna l'a suivie et que depuis, il n'a plus de nouvelles. Et vous voyez, c'est là que le résumé des épisodes que j'ai fait plus tôt va nous servir. Normalement, le nom d'Anna ne vous est pas inconnu. Il s'agit du nom du personnage principal du tout premier épisode, vous savez, avec le piano tueur. Donc, on a déjà un lien fort avec la série. Mais Tristang ne s'arrête pas là. Il demande de l'aide et précise qu'il a essayé de faire un post sur Reddit, mais que cela ne fonctionne pas. Il cherche un endroit où discuter. Cette information aura une grande importance plus tard. Pour l'instant, beaucoup de questions, mais ne vous inquiétez pas, Tristang reviendra vite. Bon, pour le moment, on en a fini avec le site, mais souvenez-vous, on avait découvert une vidéo de Magic Simon quand même. On va aller voir ce qu'elle cache. Alors, c'est clairement une vidéo de propagande de médias. Simon dit que la thérapie a changé sa vie, qu'il la conseille à tout le monde, bla bla bla. Il dit qu'il a rencontré du monde, il cite Duvivier et un autre nom qui est censuré. Bizarre. Pour le coup, je ne vais pas laisser durer le suspense trop longtemps, car dans les commentaires de la vidéo, Simon nous affirme qu'il s'agit du docteur Lévy. Et encore dans les commentaires, on retrouve notre fameux Tristang. Ah bah vous voyez, il a pas mis beaucoup de temps à revenir. Bon, on n'en apprend pas plus, c'est encore un appel à l'aide pour retrouver sa sœur. On a juste une petite précision, c'est qu'il pense qu'elle a déménagé. Évidemment, j'ai également visionné les autres vidéos de la chaîne de Magic Simon. Pas grand chose à signaler, mis à part que dans l'une d'elles, Simon fait mine de donner un numéro de téléphone au hasard, et en fait, quand tu le tapes,
c'est le numéro de SOS Maltraitance. Totalement raccord avec le dernier épisode de la série où on comprend bien que sa mère est battue et on peut facilement penser que Simon lui aussi est battu par son père. Dans la dernière vidéo postée avant celle de Média, Simon ne parle même pas. On entend juste les disputes de ses parents et on voit une lettre de Média sur son bureau disant qu'il a été accepté pour la thérapie à partir du 14 février 2025. Quand on va sur les informations de la chaîne, on peut trouver l'adresse mail de Simon. Je me suis donc empressé de lui envoyer un message. Je vous fais un résumé rapide de notre discussion. Je lui ai déjà demandé comment a été son expérience avec Média et comme dans la vidéo, il m'a dit que tout s'était bien passé. Je doute que ce soit vrai, mais pour l'instant, je n'insiste pas. Mon but est surtout d'avoir des réponses à mes différentes questions. Je lui ai donc demandé s'il avait croisé d'autres patients, car je garde en tête qu'il a pu connaître Anna, la sœur de Tristan, ou bien d'autres patients présents dans la série. Malheureusement, il me dit qu'il n'a vu personne à part Bernard Duvivier et le docteur Lévy. J'en profite donc pour lui demander s'il sait ce qui s'est passé avec le docteur Lévy et s'il a un moyen de le contacter. Et là, bingo, j'obtiens l'adresse mail du docteur Lévy. Quand j'ai envoyé un mail au docteur Lévy, j'ai reçu directement une réponse automatique qui me dit qu'il est absent à partir du 14 février 2025, soit la date d'entrée en thérapie de Simon, et qu'il sera de retour la semaine du 24. Autant vous dire que maintenant ça fait plus d'un an et que cette réponse automatique est toujours active. Je pense malheureusement qu'il est arrivé des bricoles à notre docteur Lévy. Mais il y a une dernière chose dans ce mail qui va nous permettre de continuer notre enquête, le site personnel du docteur Lévy. Quand je l'ai ouvert, je m'attendais à un site assez impersonnel, un site de médecin quoi, un peu comme celui de Média. Mais alors, pas du tout. On est plutôt sur un blog à l'ancienne ayant le style et parlant de RPG. Je vous propose qu'on fouille le site ensemble. Commençons avec la page d'accueil. En réalité, il n'y a pas énormément d'infos. C'est un ensemble de petits messages que Lévy avait postés parlant de jeux Flash qu'il faisait il y a plusieurs années. Il précise que ces jeux sont désormais injouables. La dernière actu date du 3 juillet 2019 où il dit qu'il a enfin rencontré un investisseur qui a la même vision que lui. On comprend assez facilement qu'il s'agit de Bernard Duvivier. Ce qui nous amène maintenant à sa page biographie. Déjà, il y a une photo. Cela nous permet de mettre un visage sur ce nom. Je fabule peut-être, mais sa silhouette me rappelle celle qu'on voit dans l'épisode 2. En lisant sa biographie, on sent bien que Lévy est passionné par le sujet de la médecine depuis qu'il est tout petit. Il a commencé par une fascination pour les plantes médicinales et les effets psychotropes. À l'époque de ses études, ses professeurs qualifiaient ses expériences de déviantes. Pendant les 15 années suivantes, il a continué ses expériences sur les champignons et les rituels chamaniques. À partir de 1992, il commence à s'intéresser aux technologies et notamment à l'IA, comme quoi il pourrait les lier à la santé mentale, ce qui l'amènera, on le sait, jusqu'à Bernard Duvivier bien des années plus tard. Alors, je ne sais pas si j'ai manqué d'attention, mais j'ai l'impression qu'on n'apprend pas grand-chose dans cette bio, ce qui me fait dire que l'important de cette page est peut-être la photo. Mais continuons, nous avons une page qui liste ses travaux et ses recherches par date. Bon, on a tout son parcours qui colle très bien à ce qu'on a lu dans sa biographie, c'est-à-dire l'étude des psychotropes des années 70 à 90 et en 1992, un virage qui l'amène à s'intéresser plus à la technologie et à l'IA. Toujours en rapport avec la santé mentale. Jusqu'ici, le site était figé depuis 2019, mais sur cette page, nous avons une news qui date de 2023. C'est la date du premier essai de Léa. Il précise que toute sa carrière l'a mené sur ce chemin, mais que pour l'instant, ce n'est pas concluant. Cette dernière phrase est en gras d'ailleurs, aucune idée de pourquoi. C'est à partir de cet instant qu'on va passer à un nouvel arc de cette vidéo, clairement le plus important, celui de mon arrivée sur le serveur Discord ARG Lost Media. Et à partir de maintenant, cette vidéo ne concerne plus seulement ma personne, mais aussi tout le groupe qui s'est créé et sans qui cette vidéo n'existerait pas. C'est donc le 17 mars vers 18h que j'intègre le serveur Discord après avoir vu un commentaire de Rayson sur le site Média. Et c'est là que j'ai rencontré les enquêtrices et les enquêteurs qui sont les acteurs principaux de cette vidéo. À commencer par les 4 mousquetaires qui sont les créateurs du serveur Discord et qui lui ont permis d'évoluer tout au long de l'aventure. Un lourd secret les lie également, mais on garde ça pour plus tard. Il s'agit de Tran, George Orwell, Rayson et Jay.
Comme vous l'avez vu, moi je suis arrivé quelques jours plus tard sur le serveur Discord, mais avant que j'arrive, il s'était déjà passé pas mal de choses. Déjà, au départ, la communauté de cet ARG ne devait pas se retrouver sur Discord, mais plutôt sur Reddit. Ce qui me fait me rendre compte que j'ai toujours pas expliqué ce qu'était un ARG. Littéralement Alternate Reality Game, c'est une sorte de jeu de piste qui va mélanger sa fiction à la réalité. En gros, pour raconter une histoire, on va se servir d'outils que tu utilises tous les jours pour que cette histoire te semble plus réelle. Ne t'en fais pas, si c'est pas clair, tu vas vite comprendre. Je disais donc qu'à la base, les créateurs avaient prévu que la communauté se retrouve sur Reddit. C'est là qu'on repense à notre pauvre Tristan qui essayait désespérément de créer un post sur Reddit. Apparemment, il n'a jamais réussi. Parce que nous, on imaginait ça sur Reddit, la communauté, quoi. Et du coup, c'était trop chiant quoi, de voir à chaque fois que ça se faisait ban. Je sais pas pourquoi, mais du coup, bien joué pour le Discord, l'initiative. Et oui, il y a les créateurs de la série et de l'ARG dans cette vidéo. Encore quelque chose rendu possible grâce à la commu du Discord. D'ailleurs, si jamais, Discord, c'est un logiciel qui permet de créer des serveurs et d'y inviter des personnes. Il y a des chats vocaux, des chats écrits et généralement c'est utilisé par des communautés pour se retrouver et parler d'un sujet précis. Donc avant l'arrivée du Discord, faisons plus ample connaissance avec nos mousquetaires et comment ils sont arrivés sur l'ARG. Je vois bien évidemment comme tout le monde, juste après l'intro de Cadmerade, le site internet. Je me dis, ok, si ça réapparaît, c'est sans doute un ARG. Voilà. Donc je regarde le deuxième épisode, je me dis, putain c'est le cas. Je tape juste pour voir si le site il existe. Je fais ok, il existe. Et là, je vais tout droit. Et après, je vais sur le site où je vois un commentaire du Rise. Je pense être le premier à me mettre sur la piste. Donc, vas-y, je m'y mets vraiment. Et du coup, je pense être le premier réellement à avoir découvert le site. Et après, suite à ça, j'ai commencé à mettre les commentaires avec mon Instagram pour rallier les gens. Il y a donc Tran qui m'a contacté sur Insta. Je crois à ce moment-là, il était peut-être 2h du matin. Et après, je crois, si je ne me trompe pas, Liam, tu as débarqué sur mon Insta, c'était 4h du matin peut-être ? Oui, 4h du matin. Je vais être là parce que je suis sur mon point de vue du coup. Les RG j'étais avec 3 potes. C'est là où du coup mon pote dit attends, il y a cet internet. Genre même moi j'avais même pas vu cet internet de base. Assez rapidement, donc on était genre presque 1h du matin, donc c'était à peu près le même moment où Horizon il commençait à chercher aussi. Il y avait même pas le commentaire de Horizon de souvenir. Moi j'avais pas scrollé aussi loin je pense. Et oui c'est vrai que c'était dingue, on était comme des fous. Genre c'est dingue, un Lost Media et en plus un ARG. On n'avait pas signé pour ça, c'était banco quoi. Évidemment, comme je suis arrivé après les mousquetaires, il y a plusieurs éléments qu'ils avaient découverts avec la communauté et qui moi m'étaient totalement inconnus. Rappelez-vous, je m'étais arrêté au moment où on avait fouillé le site de Gérald Lévy, qu'on appellera maintenant GG. Eh bien déjà à ce moment-là, les autres avaient une petite avance sur moi. Alors, dans cette période, l'ordre des événements est un peu flou pour moi, tout simplement parce que je n'y étais pas. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Quand le Discord fut créé par Tran en compagnie des mousquetaires, plusieurs personnes l'ont rejoint. Et dans le lot de ces fameuses personnes, il y a eu Tristang. Oui, celui-là même qui cherche sa sœur Anna. Il apparaît sous le nom de Tristang12 le 15 mars à minuit 57. À ce moment-là, les mousquetaires et les autres restent vigilants. Il peut très bien s'agir de quelqu'un qui se fait passer pour lui. Il envoie un premier message en remerciant tout le monde pour leur investissement et qu'il va rattraper la conversation d'ici peu. Mais dans la foulée, il balance cette photo. Là, ça devient évident, il s'agit bel et bien du Tristan qui avait envoyé les messages sur Media et sur Reddit. Évidemment, plusieurs questions sont posées à Tristang, mais peu d'infos en ressortent. Par respect, tout le monde a évité les questions un peu trop personnelles, même si elles auraient pu aider l'enquête. Cependant, Tristan leur apprend une chose, il est probablement surveillé. Il reçoit des appels anonymes qui ne disent rien quand il décroche et par peur, il supprime la photo qu'il avait envoyée sur le Discord. Dans un même temps, à 17h21, toujours le 15 mars, il y a l'arrivée d'un enquêteur qui s'appelle Okistan et qui demande si quelqu'un a remarqué cette page, la page surveillance de Media. Évidemment, la réponse est non. Et quand on va sur cette page, voilà sur quoi on tombe. On peut y voir le pseudo de chacune des personnes présentes sur le Discord. Ça a créé un véritable raz-de-marée chez la communauté.
On peut vite comprendre que les noms sont découpés en 3 catégories. Les dormants, c'est ceux qui ont rejoint le Discord mais qui ne participent pas activement aux recherches. Les actifs, c'est ceux qui participent activement avec une pastille orange pour celles qui se démarquent le plus. Et pour finir, les prioritaires. Là, on est clairement sur ceux qui sont directement une menace pour Média et pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne dans cette catégorie, c'est Tristang. On apprend donc que l'intégralité du Discord est mise sous surveillance. Et cette nouvelle, pour le moins déstabilisante, ne s'arrête pas là. Car à 19h27, Tristang envoie un message sur le Discord qui deviendra son dernier et que je vais vous lire en entier. Bonjour, ici Tristan, j'ai eu des nouvelles d'Anna, tout n'était qu'un simple manque de communication. Elle se porte bien et est en sécurité et heureuse. Elle ne souhaite pas être contactée pour le moment car elle se repose. Je suis désolé pour la panique, je ne répondrai plus à vos messages. What ? C'est un froid glacial qui est lancé sur tout le Discord. Bien évidemment, personne ne croit en la véracité de ce message. Tout devient assez clair, Média a mis la main sur Tristang et n'importe lequel d'entre nous peut être le prochain. Et cette histoire se conclut tristement avec la disparition de Tristang de la page surveillance. Il n'est désormais plus une menace pour Média. Par la suite, la page surveillance a continué ses mises à jour. Certes, le nom de Tristang disparaît de la liste prioritaire, mais 3 noms font leur apparition. Jay, George Orwell et Luca Blee. Pour être certain qu'il n'y ait aucun malentendu sur une potentielle nouvelle disparition, George Orwell écrira ce message. « Je n'ai pas d'envie suicidaire, je n'ai pas l'intention de me mettre en danger, je n'ai pas l'intention de disparaître. Toute personne qui utiliserait mon compte Discord et impliquerait le contraire n'est pas moi. » Encore peu de temps après, Média lancera une vidéo de menace via Instagram. Ah, je vous avais prévenu qu'il s'est passé pas mal de choses avant que je débarque. Dans celle-ci, Média confirme sans l'ombre d'un doute que nous sommes bien surveillés. Et que regarder les 8 leaks vidéo, c'est-à-dire les épisodes de la série, est une infraction à la loi. Les enquêteuristes ont remarqué que quand on augmente le contraste de la vidéo, eh bien, on peut voir certains de leurs pseudos apparaître. Le doute n'est plus possible, Média nous menace directement et il va falloir faire très attention durant l'enquête. Après ce long passage qui remet clairement les idées en place, l'enquête peut continuer. À ces moments, on a aussi commencé à creuser le site internet. Et c'est là où justement j'ai dit à peu près directement trouver la page Glévy déjà. Je sais même plus comment j'ai fait la page Glévy. Mais il me semble que par hasard j'ai mal tapé un truc, j'ai tapé /Lévy, un truc comme ça. C'était P404, j'ai fait une recherche genre Lévy et là j'ai trouvé Glévy du coup directement avec le code César. Et puis on s'est dit wow, il y a un truc. Et oui, il a donc trouvé cette page tout à fait par hasard, mais vous comprendrez bien assez vite que le hasard fait totalement partie du jeu, que ce soit pour les joueurs ou pour les créateurs. Il y a donc cette phrase en code César qui, une fois traduite, donne « Au cœur de mon domaine, que nul ne craigne s'égarer, car dans le miroir de mon âme gît la vérité. » On a enfin de quoi chercher à nouveau, mais la question est de savoir où. Et juste en dessous du code César, on constate que le contenu de la page est protégé par un mot de passe. Lui, on le verra plus tard. Ce qui est drôle, c'est que sur le Discord, ce code César a été mis un peu de côté. Les enquêteuristes n'arrivaient pas à trouver sur quel point ils pouvaient nous aider. Et c'est là que le hasard a à nouveau pointé le bout de son nez. En fait, la plupart des gens pensaient que ce code César donnait un indice sur le mot de passe à trouver juste en dessous. Mais non, ce n'était pas le cas, ça se passait sur le site de GG. L'histoire que j'ai entendue quand je suis arrivé sur le Discord, c'est que cette énigme s'est résolue un peu par hasard. Même s'il est certain que d'autres l'ont trouvé normalement. En effet, un enquêteur désespéré s'est mis à cliquer partout. Et il n'y a aucun jugement, on l'a tous fait au moins une fois. Quand cette personne a cliqué sur l'œil de GG sur sa photo, il a atterri sur une nouvelle page. Et oui, le code César disait que dans le miroir de mon âme gît la vérité, il s'agissait bien évidemment des yeux. Mais comme je vous ai dit, les gens cherchaient surtout le mot de passe en dessous, donc ils ont testé plein de choses autour des yeux, mais ils n'ont pas testé d'aller cliquer sur l'œil de GG sur sa photo. Mais du coup, qu'est-ce qui se cachait derrière le regard de GG ? Eh bien, c'est un compte à rebours. Un compte à rebours qui indique prendre fin la nuit entre le 20 mars et le 21 mars à minuit. Autant vous dire qu'il a fait beaucoup de bruit sur le Discord quand il a été découvert, et ça veut dire que ça nous promettait
Au moins une semaine d'enquête. Mais revenons un peu en arrière avec une théorie qui avait été émise par Luca Bly le 15 mars à minuit 24. Globalement, je vous résume l'idée. Il pense que vu que Gérald Lévy est le créateur de l'IA Léa et qu'elle se base notamment sur ce qu'elle connaît, donc les souvenirs des patients et son créateur, eh bien peut-être que dans chaque vidéo, il y a une apparition de Gérald Lévy. Et pour lancer la théorie, il poste cette image prise dans l'épisode 1 qui pourrait potentiellement ressembler à Lévy en se basant sur la photo de son site. Il y a également cette image de l'épisode 6 qui ressort à ce moment-là où on voit clairement qu'il s'agit de Gérald Lévy. Cependant, sur le Discord, les enquêteuristes sont un peu dubitatifs. C'est pas une théorie qui convainc tout le monde. De mon côté, c'est une question que je m'étais également posée avant d'arriver sur le Discord. Comme je vous l'ai déjà dit, j'avais un doute sur la silhouette de l'épisode 2 qui ressemblait étrangement à celle de Gérald Lévy pour moi. Et c'est à ce moment-là qu'un autre personnage très important de notre histoire apparaît, il s'agit de Will. Car dès qu'il est arrivé sur le Discord, l'un de ses premiers agissements a été de poster le message Lévy Spotted accompagné de cette photo de Lévy dans l'épisode 3. Cette fois-ci, le doute n'est plus permis et les différentes apparitions de Gérald Lévy dans chacun des épisodes sont rapidement trouvées. Nous pouvons maintenant revenir à mon arrivée sur le Discord. Pour vous expliquer un petit peu, les membres les plus actifs ont prévu un bel accueil pour les nouveaux participants. Dès que je suis arrivé, j'ai été directement dirigé vers des documents qui permettaient de constater où en était le serveur au moment de votre arrivée. Donc pour moi, globalement, tout ce que je viens de vous raconter. On avait donc par exemple une frise chronologique avec chacun des événements de l'ARG, un document qui a été fait par Ali B. On avait aussi une bible des informations écrite par Jay, notre mousquetaire, et bien sûr le fameux guide des débutants créé par Will pour vous aider dès que vous arriviez sur l'ARG. Vous pouvez d'ailleurs constater que Cadmerad a eu une grande importance dans la communauté car dans la série, c'est lui qui fait la voix de Bernard Duvivier et c'est finalement devenu un peu la mascotte de l'ARG. Vous pouvez aussi commencer à constater les nombreux talents qu'il y avait dans cette communauté et je peux vous dire que ce n'est pas fini. J'ai donc bien fait mes devoirs et lu tous les documents avant d'entrer dans le vocal et dans l'enquête avec tout le monde. D'ailleurs, l'un des running gags de la communauté était par rapport aux nouveaux participants qui ne prenaient pas forcément le temps de lire et de tout rattraper et qui venaient avec des informations déjà résolues depuis longtemps. Tout cela résumé en une phrase. « Hey, vous avez vu le code César ?» Une petite moquerie, mais ne vous inquiétez pas, tout le monde était super bien accueilli. Et je suis arrivé sur un timing assez surprenant car j'ai été le premier à dévoiler une info que je pensais connue de tous. Je vous explique. Rappelez-vous, avant que je vous parle de Discord et de la commu, le dernier élément que j'avais vu concernait les premiers tests de Léa en 2023 et cette fameuse phrase en gras. Eh bien, sachez que le timing était vraiment fou car personne encore n'avait vu que cette phrase était en gras et moi, je pensais qu'elle était comme ça depuis le début en fait. Donc c'était un moment très amusant qui m'a permis de m'intégrer super vite à la communauté. En vrai, ça leur a même fait un peu peur, ils se sont demandé qui j'étais parce que dès que je suis arrivé, j'ai annoncé directement que je voulais faire une vidéo. Je préférais l'annoncer tout de suite plutôt que d'arriver après plus tard en disant « au fait, je fais une vidéo ». Je préférais directement arriver avec mes intentions. Et le truc, c'est que je dis ça et tout de suite derrière, j'arrive avec une info. Donc c'est vrai que je pouvais sembler un peu bizarre. Et si vous trouvez que dans la commu, on est un petit peu parano, eh bien je peux vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. À la découverte de la phrase en gras, plus de doute, la prochaine info est sur cette page. Et le truc, c'est que je vous ai menti en fait. J'étais Cadmerade depuis le début et je vous ai menti en fait. Celle-là, c'est pour mes enquêteuristes du Discord. Mais sinon, je vous ai un peu menti en disant que toute la citation était en gras. Car en fait, il n'y a qu'une phrase précisément et qui dit « Toute ma carrière m'avait amené sur ce chemin ». Bon, je vous épargne les détails, mais un peu avant, grâce au fait que Rayson ait voulu réessayer d'envoyer un mail à GG et que Will ait fait quelques petites manips, eh bien, on a trouvé un lien Swiss Transfer
transfert. Et on se doutait bien que l'indice en gras était en fait le mot de passe qui permettrait de l'ouvrir. Je vais pas créer de faux suspense, après plusieurs tentatives, au point d'être bloqué par Swiss Transfer d'ailleurs, le mot de passe a été trouvé par Jay. La solution était de prendre la première lettre de chacune des étapes de la carrière de Gerald Levy. La phrase en gras prenait alors tout son sens. Bon, qu'est-ce qui se cachait du coup derrière ce Swiss Transfer? Eh bien, c'est une vidéo. Une vidéo qui porte le nom Léa 2023 DEFP-TOD-V6. Pas la peine de vous expliquer ce qui s'y trouve, autant que je vous la montre directement. Et ce que je peux dire, c'est qu'elle est pour le moins perturbante. Ouais, je sais, ça donne pas très envie de prendre son billet pour la thérapie. Et évidemment, Media ne voulait absolument pas que vous puissiez voir ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah déjà, c'est des sortes de clowns complètement cauchemardesques, déformés par l'IA, qui n'étaient clairement pas au point quand on voit ce qu'elle sera capable de faire 3 ans plus tard. Mais finalement, ce qui va le plus nous intéresser avec cette vidéo, c'est son titre. On comprend donc que ce sont les fameux premiers tests non concluants car elles datent de 2023. On apprend également que c'est la 6e version. Je vous laisse imaginer le cauchemar que pouvaient être les 5 premières versions quand on voit la gueule de celle-ci. Et le plus important, c'est le nom du patient, TOD. À ce moment-là, 2 théories sont possibles. La première est que le D est pour Duval. Mais oui, vous vous rappelez Marion Duval, la remplaçante de Gerald Levy en 2025. On cherchait toujours à raccorder des éléments à cette femme parce qu'on n'avait rien du tout. Spoiler, il n'y aura rien à découvrir sur elle. Et la seconde, bien plus probable, est qu'il s'agirait de Théo Duvivier. Car souvenez-vous de la biographie de Bernard sur le site de Media. On nous précise qu'il s'est lancé dans cette entreprise notamment pour aider un proche à lui. Dans cette théorie, Théo serait donc le fils de Bernard Duvivier. À partir de là, les événements se sont un peu calmés jusqu'au jour de la fin du compte à rebours. Mais on a quand même eu quelques petites choses. Déjà, sur ce fameux compte à rebours, il y a un son qui est apparu. Et ce son, quand on observait son spectre audio, il nous montrait ceci. The Sword of Hope. Alors, je sais que dit comme ça sort un peu de nulle part, mais je vais vous expliquer. Depuis le début, l'une des grandes théories sur ce que cache ce compte à rebours serait que c'est un jeu vidéo. Vu que GG développait des petits jeux et que ce compte à rebours est sur son site, ça paraît assez logique. Et Jay allait même plus loin dans cette théorie, car le curseur sur le site de GG, c'est une petite épée. Eh bien, ce curseur s'appelle The Sword of Hope. Et après quelques recherches, on peut découvrir qu'il y a un jeu Game Boy sorti en 1992 en France qui existe et qui porte ce nom. Peu d'enquêteuristes voulaient vraiment s'investir dans cette recherche-là car c'était un peu léger, mais avec cette nouvelle, le spectre audio qui dévoile clairement The Sword of Hope, eh bien, il n'y a plus de doute, maintenant, faut s'intéresser à ce jeu vidéo. Et c'est comme ça que l'on s'est tous retrouvés sur Discord à regarder 3 heures de gameplay d'un jeu Game Boy de 1992. Pendant toute la première partie, il n'y avait franchement pas grand chose d'intéressant. Mais sur la fin, le jeu a dévoilé un peu plus son histoire. Déjà, le chevalier qui est le héros que l'on incarne s'appelle Théo. Et ce Théo a un père, Hennessy, qui a été corrompu par un dragon maléfique. Dans le jeu, notre but est donc d'aller affronter le dragon pour libérer notre père de son emprise. C'est sûr maintenant, plus de doute, ce jeu et cette histoire ont leur importance. On a souffert pour regarder attentivement 3 heures de gameplay, mais au moins, ça aura servi à quelque chose. Pas vrai ? Pas vrai? C'est du pur hasard. En fait, on a... oui, je suis désolé pour les 3 heures de vidéo que vous avez regardées. C'est du pur hasard. Malheureusement, on avait mis ce nom parce qu'on trouvait que ça sonnait bien. On n'était pas du tout au courant que ce jeu existait. Il n'y a même pas d'épée dans le jeu en plus.
Il n'y a même pas d'épée. Non mais dites-vous que jusqu'à la fin de la RG, on pensait encore que ce jeu avait une importance dans l'histoire. Vraiment jusqu'à ce qu'on ait la révélation que je viens de vous montrer. Mais bon, continuons. Pendant cette période, un autre événement a eu lieu, mais là ce sera beaucoup plus court. La page surveillance du site Média a disparu. On s'est posé énormément de questions à ce moment-là, mais finalement il n'y a pas grand-chose à en dire parce qu'en fait elle n'est jamais réapparue. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais du coup nous étions surveillés, ce qui veut dire que Média était présent sur notre serveur Discord. Ce qui fait place à un personnage emblématique de cette enquête, Odile de Ray. Bon, je vous épargne tous les indices qui nous disaient qu'en fait, potentiellement derrière ce pseudo se cachaient des organisateurs de la RG, mais à chaque fois qu'on essayait de lui parler, elle mettait seulement des emojis et la plupart du temps, en réalité, elle ne répondait même pas. Clairement, on n'avait aucune certitude, mais le doute était quand même très très fort. Bref, retenez juste que chaque intervention d'Odile de Ray était un événement sur le Discord et qu'elle est devenue un personnage emblématique de cette histoire. Un autre message en spectre audio apparaît sur le compte à rebours. Ce message nous disait bientôt la fin et là on comprend qu'il va falloir s'armer de patience. Et pour cela, on a joué à un petit jeu. Make It Meme. Alors ça ne fait pas vraiment partie de l'enquête, mais j'étais obligé d'en parler tellement ça a marqué la communauté. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le concept est très simple, on te montre un mème et c'est toi qui dois en écrire le texte. Voilà, ça fait aussi partie de l'aventure et pour cette raison, voici un petit florilège des meilleures créations. Bon, on a bien rigolé, mais maintenant on est le 20 mars et ce soir, c'est la fin du compte à rebours. Et on ne s'y attendait pas, mais les premiers événements sont arrivés avant même la fin du compte à rebours. Tout cela tient en une question, est-ce que les mousquetaires sont des traîtres ? En gros, je t'explique. Tout à l'heure, on a reçu une photo sur le Discord, c'est un selfie de Jay, George Orwell et Raisin qui sont dans une salle. Ils disent « Ouais, Média nous a kidnappés ». Une photo en contre-champ, c'est l'écran avec marqué « Bienvenue à Média ». Et c'est un grand écran et il y a l'air d'avoir du monde dans la salle. Une autre photo par un mec qui venait de créer son compte Discord a été postée et c'était une photo d'une plaque avec marqué « Média ». Et en fait, ils sont à un endroit, ils étaient dans une conférence de médias. On allait voir le compte Insta de Raisin qui postait des vidéos et ça avait l'air d'être une diffusion. Maintenant, ce qui est chelou, c'est que tu le sais, George Orwell a vraiment eu la philosophie, la super philosophie de on partage tout, il faut vraiment partager. Il était vraiment à cran là-dessus et s'il l'a pas fait, c'est qu'il cachait quelque chose volontairement. Et le dernier point est présent avec nous, Sissa nous a confirmé à demi-mot, parce que Sissa connaît George Orwell dans la vraie vie, son meilleur pote, et a confirmé à demi-mot qu'il nous cache des trucs. Ouais, je vois ça. Non, c'est quoi cette connerie Oh my god. Voilà, merci Zefix pour l'explication, j'aurais pas dit mieux. Donc à ce moment-là, je peux vous dire que sur le Discord, c'est la panique totale. Est-ce que vraiment, depuis le début, on se fait balader par ceux qui ont limite dirigé toutes ces recherches ? Quel rôle ils peuvent bien avoir dans cette histoire ? C'est clairement la question qui nous a préoccupés toute la soirée. Petite pensée pour Sissa qui s'est bien fait cuisiner quand même, mais qui prenait un malin plaisir à nous voir nous prendre la tête. Et je peux vous dire qu'on est parti loin dans notre délire. Dis-toi Benjamin, à partir du moment où ils ont drop le selfie, on a juste fait une enquête nous aussi. Sissa, est-ce qu'ils sont partis à la dernière minute ? Ouais, parce qu'en vrai, il y a un monde où c'est des acteurs depuis le début. Hein, et depuis le début, comme par hasard, ils ont créé le Discord, avec Tran, comme par hasard, ils étaient là partout sur toutes les pistes. Vas-y. Jusqu'au moment où, enfin, George Orwell revient sur le Discord et nous donne une explication. D'ailleurs, au passage, ça va être aussi le moment de vous expliquer pourquoi les mousquetaires s'appellent ainsi. Les gars, on doit des explications en fait. Ok, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je pense, vous êtes au courant, on est en contact avec Tim. On a été en contact avec Tim parce que, concrètement, il se peut qu'on a trouvé un truc extrêmement spoilant. Oui. Le truc, c'est qu'on l'a notifié avant que les autres aient pu le trouver. Parce que vous l'aurez trouvé extrêmement facilement.
Par circonstance, le 15, donc vraiment l'un des premiers jours d'ARG, on a été invité du coup à une projo privée avec tout le monde. Il y avait des gens de Canal, il y avait du coup Pastor, Ocher. On a une photo, on a pris une photo d'ailleurs. Cadmerade. Non, mais pas de Cadmerade. On a espéré qu'il y aurait Cadmerade. En fait, on a été transparent parce qu'on a même dit qu'on allait à Paris et vous avez peut-être pas cité. On est allés tous en même temps. Bref, ça me fait rire. Et oui, au tout début de l'ARG, nos mousquetaires ont trouvé un élément de la fin du jeu. Je vous dirai ce que c'était au moment où on y sera. Et ils ont été super car ils l'ont signalé à Timothée Hochet qui a pu cacher cet indice et ne pas anéantir l'ARG Day One. Et c'est après cet événement qu'ils se sont appelés les mousquetaires. Bon, c'est nickel, on avait l'explication, nos mousquetaires étaient donc lavés de tout soupçon. J'enlève toujours pas mes soupçons pour l'instant. Mais moi, il y a pas de soupçons, il y a des soupçons gros. Bon, peut-être pas pour tout le monde en fait. Mais bon, tout ça nous amène au grand événement de la soirée, la fin du compte à rebours. Mais moins de 10 minutes avant la fin de ce compte à rebours, il y a eu un dernier événement et celui-là était pas très cool. Je dirais que c'est un indice du jeu qu'on va avoir. Bah ouais, mais en même temps on n'est pas censé l'avoir maintenant, on n'a pas le jeu. On est censé l'avoir dans 6 minutes. Moi, je dis creusez pas pour le moment le... Ouais. Quelqu'un sur le Discord leak une image que l'on n'était pas encore censé avoir. Et oui, il s'agit de cette même image qui a été découverte par nos mousquetaires une semaine plus tôt. Ah, je vous dis, on pensait que le compte à rebours serait le grand événement de la journée, mais finalement ça a pas du tout été le seul. Heureusement, on l'a vite compris, l'image a été supprimée par les admins, celui qui l'avait posté a été ban. C'est d'ailleurs à ce jour le seul ban qui a été fait sur le Discord, pour vous dire à quel point cette communauté est exceptionnelle. Et on a tous fait en sorte de retirer cette image de nos esprits pour se concentrer sur la fin du compte à rebours. Benjamin, j'espère que tu rec. C'est vrai que là, ça fait 30 Et là, à la fin, minutes que ça putain, les gars, j'ai oublié. La caméra. J'ai eu la discussion avec Georgior et tout. Hello, salut. Très bien. Souriez. La télé, Il y a la télé. J'adore ces gens. Profitez de ce moment. Vous allez le vivre qu'une seule fois dans votre vie. Hein. Attention les amis, c'est la minute. Profitons de ce moment. On verra 9, après. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Non, ça marche pas. Ça a crash, GG. Ok. Je reclique, ça marche pas. Et oui, quand le compte à rebours s'est terminé, le site a crash. Bon, en réalité, pas d'inquiétude, tout a été remis dans l'ordre assez vite. Bon, on a la confirmation, c'est bien un jeu vidéo. Maintenant, on va l'explorer un peu ensemble et voir ce qui s'y cache. Déjà, on incarne le chevalier Issachar, qui n'est autre que Gérald Lévy lui-même. On avait vu ce nom apparaître dans le chat Twitch de l'épisode 7, où il disait « Tu dois sortir de cette famille ». En face de lui, Duc Vivier. Pas besoin de vous dire à qui il fait référence. Issachar se rebelle contre Duc Vivier car ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Duc Vivier a oublié toute éthique envers les patients dans le but de sauver son fils Théo Duvivier. Du coup, Duc Vivier bannit Issachar. Le jeu commence et en descendant dans la salle suivante, on découvre 8 pièces reliées ensemble par un câble vert. Dans chaque pièce, on peut découvrir une cage avec à l'intérieur un des patients des 8 épisodes de la série. Chacun d'eux vont nous donner un objet en référence à leur épisode. Le doudou que tenait Papy Chouette pour Émilie par exemple, ou encore une partition pour Anna et son piano. Il n'y a qu'une pièce qui est légèrement différente, c'est celle qui concerne Simon, le youtubeur magie. La cage est ouverte et vide, mais aussi le câble qui le relie aux autres est sectionné. On peut quand même récupérer une carte parmi celles éparpillées dans la cage. Une fois qu'on a tous les objets, on se dirige dans la pièce suivante où se trouve un garde. Il nous demande si on désire s'en aller et on a le choix. Soit on s'en va, soit on décide de tous les sauver. Évidemment, on décide de les sauver et le garde nous donne la clé des geôles. On se retrouve face à Duc Vivier après avoir ouvert les cages et il prend conscience de ce qu'il a fait. Il dira être tombé exactement dans ce qu'il voulait supprimer, la folie. Mais il nous reste une dernière pièce à découvrir. C'est la chambre de Théo qu'on voit dans son lit avec son père à son chevet qui remercie Issachar. On obtient un dernier objet, une photo de Théo et Bernard. Quand on sort de la pièce, le jeu est terminé et on a un écran de fin avec GG qui pleure.
Pas très joyeux comme fin. On comprend assez facilement que ce jeu est en fait la vision de ce que GG aurait aimé faire, mais qui ne s'est pas du tout passé dans la réalité, car évidemment, si ça avait été le cas, on n'aurait limite jamais entendu parler de médias. Bon, concrètement, pour l'enquête, à quoi il sert ce jeu ? Je peux vous dire qu'on a cherché, et on a pas mal galéré d'ailleurs. Heureusement, on a été légèrement orienté par un utilisateur qui s'appelle Samba West et qui nous a envoyé une image. Qui était Samba West machin? Ah bah oui, c'est qui? Ah voilà. Une image qui nous a permis de remarquer que certains caractères étaient différents quand on ramassait les objets. C'était genre un peu plus gras, mais vraiment c'était une galère à voir. Ce qui nous donne, quand on remet dans l'ordre, le code purgation, avec un 4 au lieu du A, un 1 au lieu du I et un 0 au lieu du O. On a tout de suite compris pourquoi c'était, parce qu'il nous manquait qu'un seul mot de passe. Celui de la page GLevi sur Média. Souvenez-vous, c'était celle du tout début avec le code César. Et là, nous avons découvert cette image. Et c'est la fameuse image qui a leaké juste avant la fin du compte à rebours, la fameuse image que les mousquetaires avaient découvert. Après quelques bidouilles de nos techos enquêteurices, on obtient cette image. On ne met pas beaucoup de temps à découvrir quel est cet endroit. Il s'agit du château de Crussol à Valence. Donc si on en croit cette image, l'épreuve se trouve à Valence. Oui, vous avez bien compris, les créateurs veulent nous faire toucher de l'herbe et qu'on aille jusqu'à Valence pour découvrir la fin de cette histoire. Mais la question qui se posait maintenant vers 2h du matin après avoir décortiqué tout ce jeu vidéo, c'était: qui peut aller à Valence? Heureusement, nous sommes beaucoup, donc on s'est dit qu'il y aurait bien quelqu'un qui habitait à côté. En vrai, pas vraiment, et ça a été une longue discussion. Ce serait vraiment fou que sur 250, il y ait vraiment des gains, ce serait fou. Mais Parce possible. qu'en fait, moi, j'habite littéralement dans le château. Déjà, toi, tu dis des gangs, t'es pas si loin que ça en fait. Je suis à côté de l'île. mais- Ah, toi, oula. Et tu le vis bien? Ouais, pareil, je suis Non, pas. dans le C'est quoi cette Ouais, ça va, moi aussi, je suis à côté de l'île. J'ai l'impression que dans le VOC, je suis le plus proche de Valence, mais c'est quand même loin pour moi. Donc... Alors qui va à Valence finalement? Là, c'est en train d'essayer de démarcher des gens qui sont pas dans les RG. Juste, quelqu'un a dit dans le VOC, si vous allez à Valence, je viens. C'est qui? C'est moi. Et s'il y a personne qui y va, t'y vas aussi? Je peux y aller, oui. Non mais ouais, Prumdog, moi je prends le train demain matin, je repars le soir, y a pas de souci. Je vais aller charger ma caméra. Bon, si jamais il y a des gens qui vont aussi à Valence pour kiffer le moment, y a pas de souci, n'hésitez pas. Ça y est, c'est décidé, notre héros sera Will. Le soir même, il prend ses billets de TGV pour le lendemain matin et avec seulement 2 heures de sommeil dans les pattes, il est parti pour Valence. Will arrive vers 11h après avoir pris un TGV puis un TER. Au moment de son arrivée, tous les enquêteuristes les plus actifs sont sur le Discord. Et Will a fait les choses vraiment bien. Il a son téléphone, une caméra, son ordinateur portable, plusieurs batteries externes. Tout ça pour être sûr qu'il pourra offrir les images de son périple et surtout les images de la découverte des preuves. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé au moment du jeu, mais on pense fortement que ce sera une clé USB, car c'est un objet que le chevalier Issachar a directement dans son inventaire quand on lance le jeu. Bref, Will traverse toute la ville de Valence pendant plus d'1 heure, ce qui permet à l'excitation de monter fortement dans le Discord. Oh, je vois le château. Donc c'est tout en haut que vous voulez me faire monter. Eh ben, là-haut. Waouh. Là-haut. Là-haut. Le vrai. En vrai, t'es assez proche en vrai. Hein. Putain, mais Will, t'es trop un champion, quoi. Mais merci encore de ce que tu fais. Je suis en train de monter la montagne sans cheval. Pardon, je vais faire la naïve. C'est du troll ou il y est vraiment? Non, il est vraiment. Là, tu y es dans combien de temps à peu près? Ouais. Une vingtaine de minutes. Mais c'est incroyable. Mais c'est merci, incroyable. mais merci Will. Jusqu'au moment où ça y est, Will est au château de Crussol. Mais ce n'est pas fini. Et oui, les ruines sont grandes et le seul indice que nous avons, c'est une image. Il faut donc maintenant retrouver cet arbre dans la réalité. Je vous présente le mauvais château. Mais finalement, c'est un château... Putain, ouais, les images sont belles en plus avec ton téléphone. Oh là là, incroyable.
Les connaissants sadiques comme ils sont, je suis sûr que c'est tout en haut. Tu vois, ils sont sadiques au point de me faire monter tout en haut, mais pas au point de me faire rechercher chaque caillou de la montagne. La trentaine de personnes présentes dans le chat vocal de Discord cherchent à l'aider. Nous cherchons sur Google Maps, sur Street View, même dans les avis Google. Et même si nous avons quelques pistes, difficile de se faire vraiment une idée. Celui qui a les yeux et le meilleur spot pour remarquer l'arbre, eh bien c'est Will lui-même. D'ailleurs, avant d'aller au château, il a pris soin d'imprimer l'énigme, mais aussi la photo de notre cher Cadmerade. Car c'est tout de même la représentation de notre communauté. Je sais pas si vous vous souvenez de l'image, mais il y a une butte et il y a l'arbre. C'est entre la butte et l'arbre. Là, je mets pas de vidéo pour le moment, juste je fais un petit point de mon côté sur qu'est-ce qui pourrait ressembler, je vous avoue. Parce que vous, avec du pixel, je pense que pour le moment, ça vous donne pas un grand intérêt sur ça. 5 étoiles dans le chat aux îles de Ré. Ah, ça veut dire que... Alors, soit c'est là, et je viens de le louper, soit je me rapproche. Regarde le screen dans le chat. Il y a un gros arbre au milieu. Ah bah tiens, il y a Samba qui arrive. Je me demande pourquoi. On se demande, n'est-ce pas? Là, je monte trop, il faut que je redescende un peu. Oh, punaise. Ça a l'air d'être un labyrinthe, par contre. Jusqu'au moment où, dans le brouhaha ambiant, on entend... Attendez, bougez pas, je crois que je l'ai trouvé. Tout le monde saute de joie, mais à ce moment-là, on a un problème technique. Sur Discord, pour diffuser de la vidéo en direct, il faut être moins de 25 dans le chat vocal. Or, pour le moment, nous sommes un peu plus. C'est horrible, mais certaines personnes doivent partir. Là c'est bon, c'est 25. Vas-y, lance avant qu'il y ait... Lance la vidéo avant qu'il n'y ait pas le bon nom. Attendez, bougez pas. Je crois, on y est. La vidéo est là? C'est bon. Non, la vidéo est... On voit plus. On y est. Non, la vidéo a été coupée. Quelqu'un a rejoint. On a donc cherché à voir si plusieurs personnes n'étaient pas actives. On parvient à en retirer quelques-unes, mais il manque encore une personne. Et là, un des enquêteurs est prêt à se sacrifier. Il s'agit de Loustic. Mais Loustic, c'est pas n'importe qui. Moi, j'étais très sage, extrêmement sage. Moi, c'est Loustic, un simple Loustic. Et oui, Loustic et Lucas Pastor lui-même. Quel roi quand même, il est gentil ce Lucas. Heureusement, on a pu le garder avec nous et il a pu vivre le climax de cette aventure. Même si je précise, à ce moment-là, on n'a aucune idée que c'est Lucas Pastor. Lui, pour le coup, il est resté sous les radars. Maintenant, ça y est, Will peut enfin activer la vidéo. Et... pourquoi vous le racontez en fait? Autant vous le montrer. C'est bon, j'ai mis la limite. Alors, je crois que c'est là. C'est caché derrière cette tête. Oh là là! C'est trop bizarre pour que ce soit pas ça. Il y a quoi dedans? On remercie. Oh là là. C'est sûr, c'est ça. Oh là là. Oh non! C'est tellement suspect. C'est tellement suspect ce qu'il y a dedans. Allez, on déballe. Le cadeau. Ne bougez pas. Salut, comment vous allez? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez là? Bien. Oh, je me demande ce que c'est. Je sais pas si vous le voyez. Un autre emballage. Ouais. Non, vous voyez pas un petit truc noir? C'est une clé, hein. Yeah! Wow! C'est la même que dans le jeu, c'est exactement la même. Tu vois, l'absurdité de la chose, c'est que je réacte dans un château, il y a plusieurs milliers d'années, à un ARG. Attends, je l'ai pas encore fait, pardon. Ouais, t'inquiète. Prends le temps qu'il faut. Attends, non, c'est pas... Attends, c'est le nom de la clé USB qui s'appelle pardon. Comment ça, pardon? Non. Ah, mais c'est... Il est désolé. What? Oui, qui s'excuse. Il est désolé. À ce moment-là, on découvre qu'il nous faut un mot de passe pour les fichiers de la clé USB. Et arrive la meilleure révélation qu'il y avait pour la fin. Odile de Ré, elle a mis un mot de passe. Vas-y. On le consultera. Odile, elle a envoyé un truc, ouais. C'est le mot de passe. Le mot de passe, Odile? Normalement, c'est bon. Bingo. Du premier coup. Vous y êtes. Du premier coup. Nous y êtes, tes amis. Nous y fume. Oh là là, Alors, je vous le dis. À toi qui as trouvé cette clé, à toi seulement. Ah merde, alors bouge pas. Bon, je vous fais le résumé rapide de ce qui se dit dans ce message de Lévi et vous pouvez faire pause, je vous l'affiche, pour que vous puissiez le lire en entier si vous avez envie. En gros, GG commence par résumer qui il est et comment Média a été créé, des éléments qu'on a déjà vus précédemment. Puis on apprend une chose dont on pouvait déjà se douter grâce aux jeux vidéo, mais la thérapie de Simon a fonctionné.
C'est pour cela qu'il n'est pas dans sa cage dans le jeu vidéo et aussi qu'il maintient par mail que sa thérapie s'est bien passée. C'est tout simplement la vérité. Le problème, c'est qu'après ça, Duvivier a voulu accélérer le processus pour venir en aide à son fils Théo. Et c'est là que tout a déraillé. GG ne renie en aucun cas sa culpabilité et c'est en voulant se rattraper qu'il a fait leaker les 8 vidéos, celles des 8 patients que nous connaissons. Il ne reste maintenant qu'un élément, ce qui se cache dans la clé USB. Tout ce jeu de pistes était en fait pour se protéger et se cacher. Maintenant, c'est à nous de décider, garder les éléments pour nous ou bien les dévoiler au monde. Je vous conseille quand même la lecture du message en entier. On y sent toute l'émotion et la détresse de Gérald Lévy. Désormais, il ne reste qu'une chose à voir. Qu'est-ce qu'il y a sur cette clé USB? Allez, les patients. On va voir les vidéos. Voilà, c'est quoi? Anna, Emily, Philippe, James, André, Sacha. Il y a de l'info là. Là, mais tout dans le Discord, là, pour le coup, je pense. Ou message. Waouh! Oh la vache! Ouais. Là, on a du boulot. Bon, vous vous en doutez, après, chacune et chacun a ouvert les documents à sa manière et c'était un vrai bordel dans le Discord. Donc, on va décortiquer tout ça de notre côté. Mais avant, il faut rendre hommage à notre chevalier Will, sans qui on n'aurait pas découvert tous ces documents. Car quand nous étions en train d'analyser tous les documents, lui, il devait encore rentrer chez lui. Et il n'a pas vécu ce moment en même temps que tout le monde. Donc avant de découvrir ce qui se cache sur cette clé USB, passons quelques minutes avec Will. Autant, effectivement, l'aller a été facile, les 1h30 ont été faciles à digérer, parce qu'il y avait 20 personnes sur Discord avec moi en train de pousser. Autant le retour a été terrible, parce que déjà j'avais 2 heures dans les jambes, et surtout les gens ils étaient partis enquêter, et ils avaient tout trouvé, donc ils savaient que l'ARG était fini, donc t'as vraiment cette ambiance de fin de soirée, et toi t'es toujours dans la soirée. Ouais. Là où ça parlait beaucoup pendant 2 heures, 1h30, il n'y avait plus personne qui parlait, c'était très calme. Donc vraiment, c'est là où tu sens que tu as le poids sur les épaules et tout qui se relâche, t'es en mode... T'es en mode... Et les gens, et t'as vraiment les gens, toi tu ne ressens pas encore cette ambiance, on parlait au début de fin de grands événements, de Pixel War, tout ça, parce que tu es toujours dedans, mais tu sens que les gens, du coup... ils sont déjà nostalgiques ils sont en train déjà de partir. Ils savent que c'est la fin, donc le BC de Rhino. Donc non, c'était vraiment assez dur la fin de journée. Ensuite, ça a été un peu Pablo Escobar le même en mode. Mais c'est vrai que c'est pas tant le fait que les gens partent, c'est le fait que vraiment il y ait cette ambiance de fin du monde. Ouais, ça y est, c'est terminé quoi. Voilà, encore merci Will pour ton investissement. Et maintenant, passons à la clé USB. Bon, il y a des documents concernant les 7 patients dont on ne sait pas ce qui leur est arrivé après la thérapie. Je vais essayer d'être à la fois rapide et exhaustif. On le fait dans l'ordre, donc commençons avec Anna, la pianiste. Pour elle, ce sont 8 enregistrements audio de pas très bonne qualité d'ailleurs, avec elle qui joue le même morceau au piano du 20 au 28 mars. Et le truc, c'est que plus les jours passent, plus elle a du mal à jouer. Je trouve que ce sont les documents les plus tristes de l'eau parce que à travers son art qu'elle ne maîtrise plus, on peut sentir aussi sa personnalité qui est détruite. Jugez par vous-même. Et ça nous confirme au passage que le dernier message de Tristan où il nous dit que oui, sa sœur va bien, qu'elle a juste besoin de repos, est complètement faux. En deuxième, nous avons Emily, la participante de Papy Chouette. Pour elle, c'est un échange de mails avec Gérald Lévy, et on comprend assez rapidement ce qui s'est passé. Emily croit que tout ce qui s'est passé dans la vidéo et donc son passage chez Papy Chouette est réel. Et ce qu'elle en garde, ce n'est pas le côté traumatisant des événements, non. On dirait que son esprit a mis ça de côté. Elle pense surtout qu'elle a remporté 50 000 €. Et du coup, elle dépense de l'argent qu'elle n'a pas.
Au début, Levi ne répond pas et dès qu'il sent qu'Emily atteint le point de non-retour, il lui dit que tout ceci n'était qu'une fiction et qu'il ne s'explique pas sa réaction à la thérapie. Emily reste malheureusement bloquée sur ses positions jusqu'au moment où elle prend conscience avec ses derniers mails. Elle a perdu son mec, elle va perdre son appartement, elle se sent manipulée et ce dernier mail de détresse est plutôt terrifiant. J'avoue que j'aurais aimé en savoir plus sur ce qui se cachait derrière Papy Chouette. Le fait qu'il ait son canapé d'enfance, son doudou d'enfance, etc. Mais bon, il faut bien garder une part de mystère. Passons au dossier de Phil, le présentateur météo. L'ambiance est tout de suite plus froide et morbide car il s'agit de son rapport de décès au sein même de médias. Phil avait un casque neuronal et il s'est explosé la tête contre les murs. Et on a une information très intéressante. Léa parlait directement avec les patients. Ici, clairement, Phil est poussé à bout et l'IA n'a qu'une compassion de surface. Ce que je trouve un peu étrange pour Léa qui se prend carrément pour une humaine, mais comme elle peut se faire réinitialiser, impossible de savoir quand a vraiment lieu cette discussion. Et évidemment, Média s'est bien protégé et a tout planqué sous le tapis. Le document est signé par Marion Duval, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, GG est déjà parti de Média. C'est au tour de James, celui qui passe son entretien d'embauche. Ici, c'est beaucoup plus formel car il s'agit d'un article de journal, mais c'est pour autant pas du tout plus joyeux. En effet, on apprend tout simplement que James est un tueur en série et que son mode opératoire est très particulier. Il constitue des espaces de bureau et il tue des chargés de recrutement à l'intérieur de cette mise en scène. Et ce que je me demande maintenant, c'est est-ce qu'il a été à Média parce que c'est un tueur ou est-ce que c'est Média qui l'a rendu comme ça ? On peut maintenant voir le cas d'André, le papa lunatique. Bon, ici ça va être assez rapide car il s'agit seulement d'une lettre manuscrite destinée à sa fille. Cependant, elle pose une question. On sent qu'il regrette encore tout ce qu'il a fait subir à sa fille, mais à la fin de la lettre, il précise qu'il va la rejoindre là-haut. Donc il y a deux options. Soit André n'arrive pas à faire le deuil de sa fille et s'en veut de la manière dont il l'a traitée de son vivant, d'où sa venue chez Média, ou sinon il croit que tout est vrai comme Emily et il pense qu'il va la rejoindre sur l'astéroïde. Dans les deux cas, malheureusement, on se doute bien du geste qu'il a fait pour essayer de la rejoindre. Passons maintenant à Sacha, celle qui veut devenir comme Mimicha. On a ici un document officiel et confidentiel d'un hôpital psychiatrique. On est sur un schéma plus classique, disons, car Sacha a choisi elle-même d'être internée. Le docteur constate en effet une hyperactivité hippocampique, mais c'est le seul et unique dérèglement, ce qui est rare, voire jamais vu. On n'en sait pas beaucoup plus sur le destin de Sacha et espérons juste qu'elle arrivera à s'en sortir. Et nous voilà maintenant au dernier cas, celui de Julia, la sportive streameuse. Pour elle, nous avons plusieurs éléments. Un article sur internet et une vidéo. Dans l'article, on apprend que Julia a assassiné son oncle Hervé. Je rappelle que dans son épisode, elle est persuadée que l'hypnotiseur est justement son oncle Hervé. Elle a été arrêtée et ne s'est pas défendue. Elle attend son jugement pour homicide volontaire. Et il y a une vidéo assez terrifiante, je dois bien l'avouer. Voici à quoi ça ressemble. Ouais, malheureusement, pas de doute, il s'agit bien de Julia. Et voilà les amis, nous en avons fini avec tout ce qui se trouvait sur la clé USB. Évidemment, il n'y a rien sur Simon car lui s'en est sorti et nous avons des nouvelles de sa part. Globalement, voilà comment s'est terminée cette aventure. On a eu le fin mot sur ce qui s'est passé pour les toutes premières personnes qu'on a découvertes au début de l'histoire. Après tout ça, nous avons eu le droit à un entretien avec tous les créateurs de l'ARG. Il y avait donc Timothée Hochet et Lucas Pastor qui l'ont écrit et mis en scène, Marine Benjamin qui s'est occupée de développer les sites internet mais aussi de rendre graphiquement plausibles les documents qu'on trouvait, Nelib qui est le développeur du jeu vidéo The Sword of Hope,
et aussi Moti qui en a fait les graphismes et les designs. On a pu leur poser toutes nos questions et c'était vraiment enrichissant. Merci à vous de nous avoir offert ce temps. Je n'ai pas pu mettre grand-chose de cet entretien pour garder le fil de l'histoire, mais si jamais ça vous intéresse, dites-le en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Mais en vrai, j'aime aussi l'idée que ce moment reste un peu pour ceux qui étaient présents. Pour moi, ça a été une expérience assez folle car c'était le premier ARG auquel je participais de son vivant, en tout cas. Clairement une expérience que je pourrais jamais oublier. Cette vidéo n'est qu'un bref résumé de tout ce que nous avons vécu sur toute une semaine et ce qui reste le plus important finalement, c'est l'aventure humaine. Grâce à cette aventure, j'ai fait des rencontres incroyables, des personnes si drôles, si talentueuses. En fait, c'était juste agréable de rester avec elles pendant des heures en attendant le prochain indice pour une nouvelle énigme. Et là, je m'adresse directement à vous, la commu Discord. Franchement, merci de m'avoir fait vivre ces émotions. Et merci pour toute votre aide parce que cette vidéo n'existerait pas sans vous. C'est autant la vôtre que la mienne. Merci à nos mousquetaires, Tran, George Orwell, Jay, Rayson, d'avoir créé cette communauté et nous avoir permis de nous retrouver tout simplement. J'aimerais citer tout le monde, mais c'est pas possible. Mais quand même, merci à Will, notre chevalier, à Sissa, à Zefix, à Lucie, à LCcraft, à Cassiope, à Sooms, à Lyr, à Kaz, à Disco Prolo, à Juju, à Lucabli. Bref, je ne peux pas citer tout le monde encore une fois, mais vraiment, merci à vous toutes et tous. Ah, information très importante, si cette vidéo vous a donné envie d'approfondir, le Discord est encore ouvert. Alors les channels de l'enquête sont fermés, mais vous pouvez lire tout ce qui s'y est passé. Vous pouvez retrouver nos théories et toutes sortes de documents. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le document le plus important, celui qui résume tout ce qui s'est passé dans l'ARG. Je vous jure, c'est plus de 50 pages. Moi, il m'a incroyablement aidé pour écrire la vidéo. Merci encore à tous ceux qui ont bossé dessus. Et en plus, c'est un pur plaisir de plus de 50 pages quand même. Évidemment, je renouvelle mes remerciements à Timothée Hochet. Calls est une série qui m'inspire dans toutes mes idées créatives et Lost Media va sûrement tout autant marquer ma vie. À Lucas Pastor, je me rappellerai toujours de mon premier visionnage de Stéphane et de ce personnage qui m'a autant amusé que terrifié. À Marine Benjamin pour avoir donné vie à tous ces documents et tous ces sites qui nous ont permis d'ancrer vraiment cette histoire dans la réalité. Et bien sûr à Nelib et Moti pour ce jeu qui nous a fait vivre une soirée complètement folle. Et d'ailleurs, vous continuez de le développer. J'ai pu le remarquer en faisant toutes mes recherches pour la vidéo. Et les autres qui n'ont pas fait la RG, n'hésitez pas à aller essayer le jeu quand même. Et bien sûr, merci à mon acolyte Maxime pour son soutien et pour son aide au montage. La petite intro, c'est lui au montage, c'est pour ça qu'elle est aussi bien. Pour ma part, je pense que j'ai assez parlé, je vais juste vous laisser avec quelques paroles de tout ce beau monde, et il me reste qu'une seule chose à dire, je revale. Mais j'ai l'impression qu'on a tous un peu déconnecté de notre vraie vie, et on a été vraiment que Lost Media. Le dernier au revoir par appel va être complexe. Je crois que j'étais venu, il y avait à peine 100 personnes, un peu moins de 100 personnes sur le serveur, avant que ça prenne des proportions énormes, et c'était mon tout premier ARG où je pouvais participer activement parce que les 3 quarts des ARG que je voulais essayer de participer, ils étaient tous finis ou alors je suis arrivé au dernier moment avant que le dernier élément a été trouvé. En plus, pareil, comme la plupart des gens ici, c'était mon premier ARG où j'ai pu participer, être active dessus. Donc non, franchement, c'était une semaine folle quand j'y repense. Le moment qui m'a le plus fait halluciner et toucher, c'est les 2 jours de flottement, étrangement, parce que c'est vraiment, ça montrait à quel point des inconnus partout en France qui se connaissent que virtuellement étaient soudés à attendre ensemble par messagerie. J'ai jamais vu ça. Et c'est marrant, je suis encore nostalgique du moment où j'ai commencé la RG, où je pensais que vraiment que j'allais être tout seul. Et genre on a fini dans un VOC à je sais plus combien de personnes à crier sur quelqu'un à Valence. C'est fou le chemin en une semaine quoi. On a vécu une semaine assez folle. C'est vrai que quelque part ça a forgé, ça a créé une communauté. Moi je veux juste vous remercier pour ça, d'avoir créé un ARG, d'avoir réuni des gens. Vous avez fait quelque chose de... Au-delà de l'ARG, au-delà de la série, quelque chose de grand je pense, et je voulais vous remercier pour ça. Mais globalement, moi je voulais vous remercier aussi parce que c'est la première fois que je bosse sur quelque chose et que pile au moment où ça sort,
j'ai plein de retours. J'ai jamais connu ça. Et du coup, je suis trop content parce que c'est vrai que aussi quand on a commencé, on savait pas si des gens allaient tomber dessus. Ça se trouve, on allait attendre 6 mois pour avoir le premier tour. Et je pense que vraiment, je parle au nom de toute l'équipe en disant que c'était trop cool de vous voir avancer dessus. On a trop aimé voir vos retours, même les méquites même avec vous et tout ça, le côté un peu communautaire qui était marrant. C'était génial, en vrai, c'était émouvant. Hein. Nous, de notre côté, on a adoré voir vos réactions, voir des relations se créer, voir les soirées méquites même, voir les moments où vraiment vous faisiez juste des vannes même autour de la mythologie. C'est la meilleure des récompenses, vraiment. En vrai, l'aventure, c'est vous qui l'avez un peu créée aussi, quoi. Nous, j'ai envie de dire, je suis un peu poète. Hein. Nous, on a planté la graine et après, c'est vous qui en avez fait une merveilleuse fleur, cette aventure. Parce qu'en fait, c'est vous qui vous êtes réunis et qui avez vécu le truc à fond la caisse. C'était vraiment trop bien de vous suivre. Donc, un grand bravo à vous. Et puis, merci à Moti, Titan et Marine. Eh bien, qui est Théodile? Oh, mais non.